Pour la prochaine heure, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Enfield. Bonjour tout le monde de l'émission Samedi de lire et aujourd'hui je reçois l'auteur Florence K. Bonjour Florence, ça va bien? Bonjour, ça va bien, merci et toi? Oui, très très contente de te recevoir et j'ai envie de te présenter un peu à mes auditeurs. Alors t'es née à Montréal, une passionnée de piano, lecture, des langues, voyage, yoga, psychologie. T'as fait 6 disques, il y en a un qui a été publié il y a pas très très longtemps avec Matt Doss qui s'appelle Quiet Night. Oui. Oui, un disque de duo, en fait, de jazz. Oui, c'est ça. Est-ce que ça faisait longtemps que tu connaissais Matt Doss? Ça faisait 2 ans et demi. Il y a 2 ans et demi, j'avais été invitée à chanter avec lui à Toronto au Canadian Music Week. Et puis, je le connaissais pas avant personnellement. Donc, on s'est rencontrés sur scène et puis ça a cliqué. On est devenus amis. Et puis, on a collaboré un peu par la suite à droite, à gauche sur scène. Puis, quand est venu le projet de faire cet album-là, il voulait faire un disque donc de duo, de chansons de jazz. Et il m'a appelé. Wow! Mm-hmm. Moi, je trouve que c'est vraiment un très, très bel album. Les pièces sont vraiment fort intéressantes. Ah, ben merci. Est-ce que ça a été le fun, justement, de travailler en duo? Toi qui as l'habitude de travailler en tant que solo, en fait, avec des musiciens? Oui. Puis, ce que j'ai aimé de ce disque, c'est que vraiment, bon, ce sont tous des standards de jazz. Donc, il y a du Jobim, il y a des reprises aussi de Hall & Oates, version bossa nova, version jazz, tout ça. Mais j'ai pas composé pour ce disque, j'ai pas joué de piano, j'ai pas réalisé, j'ai pas arrangé. Donc, je n'ai vraiment fait que chanter et ça m'a beaucoup plu, ça. Que Absolument. chanter, quand même. Oui. Mais moi, je dirais plus interprète que chanteuse. Est-ce que t'aimes mieux ce terme-là? Non, moi, je m'en fous un peu, là. Ah oui? Oui, je suis pas du tout titilleuse sur les... Pour moi, je suis une artiste, donc que ce soit auteur, compositrice, interprète, chanteuse, pianiste, je sais pas, j'aime juste créer avec ce que j'ai, en fait. Et on te connaît surtout en tant que, justement, chanteuse, compositrice. Et là, on t'a connue à l'automne avec un ouvrage, un essai qui s'appelle Buena Vida, où tu racontes, justement, ta dépression. Oui. Très, très personnelle. Oui. Pourquoi avoir décidé de, justement, après 4 ans, d'écrire cet ouvrage-là? En fait, je pense que ce livre-là, j'avais pas pensé à l'écrire au début. C'est-à-dire que... Bon, il y a 4 ans, donc j'avais souffert d'un épisode dépressif majeur et puis ça avait été un événement très intense dans ma vie parce que pour ceux qui ont vécu la dépression clinique, pas au point où est-ce que on peut plus fonctionner, au point où est-ce qu'on peut on peut frôler la psychose aussi. Quand on a toujours été quelqu'un d'extrêmement fonctionnel, c'est comme une tornade qui balaie notre vie, qui remet tout en question, c'est très violent en fait. Cet épisode-là dans ma vie a été d'une violence extrême et ça m'a pris je pense, comme presque 2 ans, vraiment me reconstruire, comprendre ce qui était arrivé, comprendre comment faire pour éviter que ça se reproduise, comment l'interpréter. Et puis, ça a été pour moi le point de départ d'une espèce de volonté d'en apprendre vraiment beaucoup sur l'être humain, sur le fonctionnement de la psychologie, sur la fragilité aussi de notre santé mentale, parce qu'on parle toujours d'abord avant tout de santé physique, puis il y a encore des tabous, il y a encore des stigmas au niveau de la santé mentale. Mais cette expérience-là, c'était quelque chose qui était resté personnel. Je l'avais pas partagé avec mon public, j'avais pas l'intention de le faire non plus. Pour moi, c'était un événement de ma vie privé et puis ça avait rien à voir avec ma musique, tu sais. Donc et même tes proches te recommandaient pas non plus de le dévoiler. Ouais, mon entourage professionnel, parce que c'était premièrement, s'il fallait le dévoiler, il fallait le faire de la bonne façon, parce que c'est une chose d'arriver en page couverture d'un magazine avec un titre sensationnaliste, tu sais. Ça reste, puis c'est pas bien expliqué parce qu'on peut pas expliquer en 2 pages l'ampleur d'une telle chose. Et puis, les mots aussi, je voulais que ce soit des mots qui venaient de moi parce que c'est tellement flyé, cette chose-là, la maladie mentale, que pour pouvoir bien la décrire, pour pouvoir bien rendre justice aussi à ceux qui la traversent, pour pouvoir aider à enrayer les préjugés, il fallait que ce soit exprimé de la façon la plus près possible de la réalité. On sait qu'en écrivant, dès qu'on se met à écrire, c'est plus la réalité, même si c'est de la non-fiction. Je veux dire, notre plume est, juste par le fait que c'est une plume, apporte un élément subjectif à un récit, c'est sûr et certain, mais comme ça, au moins, c'était ma plume et non celle de quelqu'un d'autre, tu sais. Et donc, je voulais pas l'écrire pour venir, tout ça, longue histoire, pour venir au fait
que j'avais, à un moment donné, j'avais fait ma formation pour être prof de yoga et puis je voulais écrire un livre sur le yoga, un petit guide sur le yoga, puis sur comment, moi, ça m'avait aidé à combattre l'anxiété. Puis ça m'avait aidé dans ma reconstruction. J'ai été voir Joanne Gay chez Libre Expression, que je connaissais, pour lui proposer le projet. Et dans le manuscrit que j'avais écrit sur le yoga, il y avait le début du livre, dans l'introduction, j'avais 1 ou 2 feuillets sur ma dépression, puis ce que le yoga avait fait par la suite dans la reconstruction. Et en fait, le projet du livre de yoga n'a pas du tout intéressé mon éditeur. Avec raison, je suis très contente de ne pas l'avoir écrit, en fait, parce que, je veux dire, c'est une science qui demande des années et des années et des années de connaissances, et il y en a d'autres qui sont beaucoup, beaucoup plus outillés pour le faire que moi. Mais Joanne avait beaucoup aimé l'introduction, puis elle m'a dit, écoute, la façon dont tu le racontes, moi, c'est venu me rejoindre, je suis sûre que tu pourrais toucher tellement de gens. J'ai dit, écoute, Joanne, je suis pas certaine, j'avais pas l'intention d'en parler publiquement, je sais pas si je peux écrire tout un livre là-dessus, je veux pas que ce soit, tu sais, un truc sensation, vendeur, tu sais, on aime bien lire sur la misère des autres, tu sais, en général, donc j'avais pas envie d'aller dans cet angle-là, je voulais pas me victimiser non plus, mais elle m'a dit, essaye, si ça te tente, reviens me voir dans un mois. Donc, j'ai commencé à écrire des bribes par-ci, par-là. Et puis, je me suis laissée prendre au jeu. Et puis, là, je suis revenue la voir. J'ai dit, OK, j'embarque. Donc, c'est comme ça que l'idée de ce livre-là est née. Et puis, aujourd'hui, je suis tout à fait contente de l'avoir écrit. Est-ce que ça a été dur, justement, de se replonger dans cette période-là difficile de ta vie? Étonnamment, ça a été... non, parce que... Il y a des bouts dans le livre où je veux dire, j'en parle avec... en fait, ça a rajouté de la perspective et du recul à la chose. Quand on écrit quelque chose, déjà, on crée une distance supplémentaire entre les événements. Et puis là où on en est aujourd'hui. Donc, ça a participé à ça. Et puis, en même temps, j'ai pu créer une perspective. Donc, je parle de moi... Je me suis fait moi-même personnage de cette histoire-là. Je suis devenue un personnage. Tous les gens sont devenus des personnages. Les médecins, la famille... Et j'ai voulu traiter la chose comme d'un récit. Tout ce qui est là-dedans, c'est pas de la fiction. Tout est arrivé, mais en même temps, ça aurait pu être de la fiction, d'une certaine façon, parce que j'ai voulu qu'on comprenne, qu'on saisisse vraiment l'essence des gens qui font partie de ce livre-là. A priori, moi-même en premier, puis aussi l'entourage, pour que les gens puissent comprendre aussi ce que vit l'entourage. L'impact que ça a sur l'entourage. Ce que ça a sur l'entourage aussi, qui est un impact également très violent sur l'entourage. Donc, ça m'a permis de même rajouter de l'humour là-dedans. Ça m'a permis de revivre ces choses-là, puis de réaliser à quel point aussi j'étais plus là non plus. Et puis, ça fait du bien, ça, de savoir, écoute, je peux même pas croire que j'ai vécu ça, je suis tellement plus là dans ma vie, tu sais. Et ça doit être rassurant? Ouais, c'est rassurant. Je dirais que la première semaine où le livre est sorti, c'est sûr que là, j'ai eu un vertige, j'ai fait comme, oh my God, qu'est-ce que j'ai fait, tu sais, parce que là, ça a été plus d'en parler après, au début, là, au niveau de la promo du bouquin. J'ai fait comme, OK, puis on était en novembre, puis pour moi, c'est novembre, décembre, c'est toujours les mois les plus difficiles parce qu'il n'y a pas de lumière, et puis c'était les moments où moi, dans ma vie, j'avais vraiment plongé. Mais après ça, là, c'est comme là, maintenant, j'en parle comme si je parlais d'une pneumonie, là. C'est vraiment normalisé dans ma tête, là. Il n'y a plus aucun... C'est tellement plus un tabou pour moi de parler de ça. De toute façon, je raconte tellement tout dans le livre, qu'est-ce que je peux rajouter de plus, tu sais? Non, mais c'est ça, tu te dévoiles totalement. C'est ça qui m'a surpris à quel point tu laisses tomber tous les barrières. Ouais. J'ai raconté l'histoire, puis ça aurait été un peu... Ça aurait été un choix peut-être pas complètement honnête de camoufler certains aspects de la maladie. Parce qu'à ce moment-là, si on veut expliquer quelque chose, rendre accessible quelque chose, le démystifier aux yeux du grand public, on peut pas cacher des bouts aussi importants. Il faut démontrer ce que c'est la maladie dans toute sa forme. Et comme moi, je l'ai vécu. Parce que sinon, à ce moment-là, ce serait pas permettre au lecteur de comprendre vraiment, là, d'où ça part. Puis ce que je voulais que le lecteur comprenne, c'est là, je veux dire, à travers mon récit, parce que je pars au début de ma vie, je voulais semer dès le début du bouquin les petits indices qui pouvaient
peut-être après, quand on se rendait compte de ce qui se passait, qu'ils pouvaient dire, ah ouais, mais c'est vrai, il y avait ça à l'enfance, il y avait ça à l'adolescence, il y avait peut-être que ça ajoute. Mais on le saura jamais, qu'est-ce qui a causé ça. C'est biopsychosocial comme maladie, il y a tellement d'éléments qui peuvent, c'est pas juste une cause, c'est pas, je suis tombée, je me suis cassé le bras, tu sais. Mais justement, c'est pour ça que j'ai voulu mettre un petit peu tous les indices que moi, j'ai réussi à ramasser, les étaler là-dedans. Oui, c'est ça, mais tu parles aussi, t'apprends quand t'es à l'hôpital avec ta mère qu'il y a des gens dans ton entourage qui en ont déjà souffert, qui se sont même suicidés, là. Oui, à un point assez extrême aussi, justement. C'est-à-dire que ces choses-là, ces histoires-là, j'en avais déjà entendu parler, mais ça avait jamais été vraiment mis sur table quand ma famille m'a vu sombrer. Le lien n'a comme pas été fait tout de suite. Puis pourtant, on sait pas c'est quoi le pourcentage de la génétique qui joue là-dedans, tu sais. On sait pas c'est quoi le pourcentage de l'enfance. On sait pas c'est quoi le pourcentage de la physiologie. On sait pas c'est quoi. Mais ça joue, ça a été prouvé. Ça joue. Comme le cancer, ça joue aussi le fait que un parent ou un grand-parent l'ait eu, tu sais. Et vers la fin aussi, tu nous racontes aussi les possibles aussi causes qui auraient pu déclencher chez toi la dépression aussi, là. Oui, et puis ça travaille beaucoup dans les pensées. Ce que j'ai aimé de mes études en psycho, c'est qu'on a regardé beaucoup de différents angles d'explication. Et puis chaque théoricien a une approche différente de la chose. Mais il existe autant d'approches que de possibilités, que de causes à cette maladie. C'est toutes des façons, des grilles différentes de voir. Et puis dans les livres, je regardais, puis je disais, ah oui, c'est vrai, dans les yeux de tel théoricien, ça pourrait être ça. Puis là, dans les yeux de tel théoricien, ça pourrait être ça aussi. Puis donc, c'est de regarder aussi, puis de voir ce qui nous correspond le plus. Et moi, je trouve ça fascinant, ce domaine-là. Je trouve ça fascinant. C'est le cerveau humain est quelque chose de tellement grand, avec des profondeurs, je veux dire, on peut même pas soupçonner. On commence à le faire parce que la technologie dans les neurosciences nous permet d'avoir accès à des choses auxquelles on n'avait pas accès auparavant parce qu'il y avait pas les outils. Mais c'est fascinant. C'est ça, mais c'est ta dépression qui t'a amené à justement suivre un certificat en psycho. Oui, absolument. Pour éviter de ressombrer à nouveau. Ben, je voulais comprendre. Je voulais comprendre d'où ça venait, pourquoi. Je voulais apprendre sur la psychologie humaine. Je voulais être capable peut-être aussi de prévenir la rechute aussi en le voyant arriver. Ce que ça fait, c'est que c'est sûr que ça permet de se dissocier de la maladie. T'sais, on n'est pas la maladie, on n'est pas ce qu'on a vécu, on est quelque chose de différent. Donc, en le normalisant, en le voyant avec des lunettes externes, même si c'est quelque chose qui peut être à l'intérieur de nous, ça permet de créer une distance puis une perspective. Et peut-être ça crée moins de confusion aussi, de voir la chose avec plus de clarté. Si tu me permets, Florence, on s'arrête et au retour, on continue de parler de ton ouvrage. Parfait.